une des découvertes qui nous ont surpris, c'est la polyvalence des habitants de ce lieu. C'était à la fois des cavaliers, des chevaliers qui portaient des armes, qui étaient certainement des hommes libres, et en même temps des cultivateurs, des agriculteurs, des éleveurs et des artisans. Et tout indique que dans la même maison, les mêmes familles, les membres de la famille pratiquaient l'ensemble de ces activités. C'est un peu curieux car on a l'habitude au Moyen Âge de voir une scission, une différence forte entre les chevaliers, ceux qui commandent, qui font la guerre, et les travailleurs. Ici, ça n'est pas le cas. Et ça s'explique parce que nous sommes dans une zone de peuplement colonial, de colonisation, où tout le monde doit mettre la main à la pâte. Et d'autre part, nous sommes à une période de mutation sociale dans laquelle cette différenciation de la société médiévale classique ne s'est pas encore faite. Elle va se faire, elle est en train de se faire, mais elle n'est pas encore achevée. Nous sommes ici à l'intérieur du quadrilatère défensif, à côté du bâtiment central le plus élevé, celui où résidait le maître du domaine. Et nous sommes à peu près dans l'axe de l'entrée, de la grande entrée que nous sommes en train de chercher. Nous ne savons pas évidemment à quelques mètres près où elle se trouve, mais c'est à peu près dans cette direction-là. Il y a une autre zone qui se trouve, elle, contre le bâtiment 2 et la palissade du côté de l'eau, qui est réservée aux usages artisanaux et en particulier les arts du métal, avec bas-fourneaux, forges, tout ce qui permet de fabriquer le fer et de le transformer. Et puis ensuite, une aire plus ouverte qui va servir à la fois à l'atterrissement des pirogues, aux soins qui sont donnés aux filets et à tout le matériel de batellerie et de pêche. C'est à cet endroit aussi que, par anecdote, on escrime, on fait l'entraînement aux armes, au maniement des armes, puisque ce sont des soldats. Et on a retrouvé toute une série de petits éclats d'épée qui montrent qu'à cet endroit précis, qui est évidemment le seul ouvert où on peut donner un assaut, eh bien, on s'entraînait donc au maniement des armes. L'avantage pour nous est que ces cernes enregistrent de l'information et que cette information est rangée année par année dans des cernes différents. Et donc le but de notre discipline, qui s'appelle la dendrochronologie, c'est de retrouver la signification des signaux qui ont été enregistrés par ces cernes année par année. Ici, on voit les cernes d'un bois de chêne. Le chêne donc fait du bois de printemps ici, ce sont ces petits pores, ces petits trous qu'on voit très très bien. Et puis en été, il va faire du bois beaucoup plus dense, il va s'arrêter à la fin de l'été, à la fin du mois d'août, et il va attendre l'année suivante pour recommencer à faire des petits pores au printemps suivant et faire à nouveau du bois dense. Et puis il va faire chaque année un cerne de plus. Et bien, on va mesurer le rythme de vie de cet arbre année par année en prenant la largeur de chaque cerne. Voilà un premier cerne mesuré. On va prendre la mesure du second, du suivant. Voilà un autre cerne. Et on voit qu'il faut ajuster chaque fois, les largeurs ne sont pas les mêmes. Notamment ici, on voit ces fameux cernes très petits, donc, qui caractérisent des années certainement mauvaises pour l'arbre. Et ça, c'est la datation. Voilà, on l'a trouvé ici. Le premier cerne à 837 de notre ère et le dernier cerne à 1034 pile.
a là des carottes qui ont été réalisées dans le fond du lac de Paladru, dans le but de récupérer les sédiments. Et le sédiment, autant qu'un objet archéologique, sur lequel on a plus l'habitude de travailler, qui a quelque chose qui parle, c'est vrai, plus directement, mais le sédiment lui-même est ce que j'appelle, ce qu'on peut appeler un document archéologique lui-même, puisqu'il nous permet de remonter à une histoire du climat et une histoire des hommes. Okay. Les pics que l'on voit ici représentent des événements marquants dans l'histoire du lac, c'est-à-dire ces épisodes plus chauds, plus secs dans l'histoire du climat. On peut les compter ici, très bien. C'est ce que permet, c'est l'intérêt de l'analyse d'images. Les seaux arrivent ici depuis la fouille. Ils contiennent donc un sédiment qui n'a pas encore été tamisé et dans lequel il est difficile de reconnaître, sauf de très gros objets, quoi que ce soit. Ces seaux vont être ensuite emmenés vers le poste de tamisage. Où, grâce à ces jets, on va pouvoir éliminer les parties fines. Et à ce moment-là, on voit apparaître les petits morceaux de bois, les morceaux de céramique, les excréments d'animaux comme celui-ci, les graines, les noyaux, etc. On place chaque petit objet, chaque graine, dans un petit pot avec de l'eau pour le conserver, un petit pot spécifique. Ici, ce sont les noix. Voilà donc les noisettes. Voilà ici les noyaux de prunes. Voilà ici les noyaux de cerises. J'ai plein de choses intéressantes. Oh, une scorie. Oh, bah tiens, tout ça, ça existe. Oh, bah tiens, c'est pas souvent en plus. Alors, le tri emploie bien sûr une très grande partie de l'équipe qui travaille ici, que ce soit des plongeurs qui, après leur plongée, viennent participer aux travaux terrestres, que ce soit, dans certains cas, des fouilleurs qui n'ont pas encore appris à plonger et qui, par conséquent, viennent ici pour s'initier un petit peu à l'archéologie scientifique. Dans chaque seau ou dans chaque triangle, on conserve une petite quantité d'une partie très fine du sédiment qui va être envoyée au laboratoire où les carpologistes vont se livrer à des études sur des graines et sur des restes organiques plus petits, ceux qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qui nécessitent une loupe binoculaire, un tri spécifique et qui nécessitent également des compétences plus élaborées que celles dont on dispose simplement sur le chantier.
Alors nous en sommes aussi certains parce qu'on ne coupe plus d'arbres, tout s'arrête. Ceci d'ailleurs est confirmé par les archéologues qui n'ont plus de matériel archéologique qui puisse être daté d'une date postérieure. Est-ce qu'on peut penser que la déforestation et la mise en œuvre du terroir a joué un rôle dans cette catastrophe écologique qui s'est produite et qui avait à l'origine des facteurs naturels? Je pense que oui, parce que incontestablement, la suppression de la forêt dans de larges parts a probablement atténué la capacité de la nature, la capacité du sol à éponger l'excédent d'eau qui pouvait arriver avec la pluie. C'est donc curieux de voir que c'est l'aménagement du territoire qui a pu être à l'origine d'une partie du malheur des hommes. Mais enfin, il faut être très clair, nous sommes là vraiment dans le domaine de l'hypothèse, c'est simplement logique, nous avons quelques indices, on ne peut pas le démontrer. Notamment avec les interrogations qu'on se pose actuellement sur l'effet de serre, par exemple. Pour parler de l'effet de serre, il faut savoir aussi comment évolue le climat. C'est un facteur dont on tient rarement compte dans la discussion sur l'effet de serre à l'heure actuelle. C'est-à-dire que tous les gens considèrent que le climat, naturellement, est fixe. Or, le climat, avant que l'homme intervienne dans l'effet de serre, le climat a toujours évolué avec des périodes plus froides, plus chaudes. Alors, il faut déjà connaître cette évolution naturelle, comment fonctionne le climat à l'état naturel, pour savoir aussi quel peut être l'impact de l'homme sur ce fonctionnement naturel du climat. On n'est toujours pas complètement satisfait de la décision de partir. C'est un choix raisonnable, ça n'est certainement pas un choix du cœur et ça n'est peut-être pas le choix le plus raisonnable. Le site est tellement exceptionnel, nous apporte tant de renseignements sur une époque méconnue qu'il serait peut-être préférable de fouiller encore 5 ou 10 ans pour achever complètement la fouille et dire que l'on en connaît tout ce qui est possible de connaître. Un jour, un de mes amis universitaires à Aix-en-Provence, qui s'appelle Yves Esquieu, vient sur le site, visite, et juste à ce moment-là, on découvre une flûte en os. Et rarement ces objets sont intacts, car ils sont très fragiles. On le sort de l'eau, on l'apporte, et cet ami est spécialiste de musique ancienne, et il a joué de cet instrument. Et c'était quelque chose d'irréel, d'émouvant, car l'objet n'avait plus rien fait, était resté silencieux depuis 1000 ans, et d'un seul coup, là, pour nous, il se met à jouer. Tous les fouilleurs s'arrêtent, les visiteurs qui étaient sur le chantier se rapprochent en silence, et on avait vraiment l'impression d'une répétition autrement moderne du conte d'Andersen, avec le joueur de flûte et les petits rats et toute la population de la ville. C'était à peu près ça. S'il n'y avait pas de poésie, à quoi ça servirait tout ça ?